Mesdames et messieurs, je demandais quelques minutes d'attention pour procéder à cette inauguration, vernissage de cette nouvelle exposition du Scriptorial. Est-ce que vous m'entendez bien? Moyen, je me rapproche un peu. Alors, les sourds et les malentendants, vous approchez, s'il vous plaît. Donc merci de votre présence pour ce moment toujours important qui vient, lever le voile sur le travail de plusieurs mois d'une équipe entière, en l'occurrence l'équipe de Bérengère Géant, qui est directrice du service des musées du patrimoine. Donc une exposition un peu particulière où on parle de temps. En effet, le temps dans lequel nous sommes tous embarqués pour une durée limitée est une notion parfois floue, et c'est une des ambitions de cette exposition que d'expliquer la manière dont le temps est vécu, perçu par les hommes au fil du temps, au fil des siècles. Et d'ailleurs, à ce titre, je voudrais remercier Daniel Cousin, qui est ici, qui est horloger à Valognes, qui nous a prêté une partie des collections d'horlogerie anciennes qui sont présentées, et aussi M. Bousse, qui est juste à côté. Vous êtes président de l'association d'astronomie du groupe astronomique de Carqueville. Alors, vous savez que dans le nord Cotentin, vers la Hague, il y a des infrastructures nucléaires. Et il y a quelques mois, donc au sein des locaux de l'Andra, cette association, donc ce groupe astronomique de Carqueville, a monté une très belle exposition dédiée au temps. Voilà. Et Daniel Cousin, qui avait prêté des objets à l'occasion de cette exposition, m'avait dit « Va voir cette exposition, tu vois, c'est très très bien, et ça peut t'inspirer, en tout cas, au vu du projet que nous avions déjà ensemble avec Daniel. » Donc en effet, ça a été une façon très intéressante de voir comment des astronomes, finalement, s'intéressent à cette notion du temps. Alors, le travail qui a été accompli avec Bérengère, ou par Bérengère et son équipe, est sensiblement différent, puisque c'est le temps perçu par une équipe qui travaille au sein d'un musée de France et qui s'était évertuée à questionner nos collections du musée d'art et d'histoire, de la bibliothèque du Fonds ancien, en tout cas un patrimoine municipal. Et en effet, la proposition qui nous est faite, donc visiteur de cette exposition, nous montre que finalement le temps se retrouve dans chacun des objets qui ont été produits par le passé, par nos prédécesseurs, qui sont aujourd'hui dans les collections des musées. Donc c'est vraiment un travail tout à fait subtil, très personnel, je serais tenté de dire, puisque tu as fait travailler, et je pense que tu l'expliqueras, l'ensemble de l'équipe qui s'approprie cette thématique. Donc vraiment un grand merci pour ce travail. C'est vrai que je tenais à ce qu'on fasse quelque chose autour de cette thématique, et vous l'êtes totalement approprié. Je trouve que le résultat est vraiment formidable. Vous pouvez les applaudir, ça sera des... Alors c'est vrai que le temps, si on essaie de synthétiser cette notion, on voit beaucoup la notion de mémoire. Notre mémoire d'individus, de citoyens, de salariés d'une équipe comme la tienne, d'élus, mémoire d'élus aussi. Et en fait, cette expo tombe à point nommé, puisqu'elle va nous permettre d'évoquer la mémoire de ce musée dans lequel nous sommes, du Scriptorial. Puisque cette année, nous allons célébrer le 20e anniversaire de la création du Scriptorial. Et je suis très heureux que ce soir, il y ait Elisabeth Lucas parmi nous. Alors, je ne sais pas si Madeleine Doublet est présente, je sais qu'elle est mais donc, clin d'œil à Elisabeth, puisqu'en effet, ce projet Scriptorial a germé dans l'esprit d'Elisabeth il y a quelques années, dans les années 90, et puis s'est concrétisé dans les années 2000, le projet du Scriptorial étant précisément de valoriser la collection des manuscrits du Mont-Saint-Michel qui est conservée dans l'hôtel de ville. Et ce qui est intéressant, c'est ce qu'on s'avertuera à faire au cours de cette année, à l'occasion de ce 20e anniversaire de la création du Scriptorial, c'est de montrer ce qui a germé à l'époque où Elisabeth était adjointe en charge d'affaires culturelles, et puis ce que le Scriptorial est devenu concrètement en 2006 lorsqu'il a été inauguré, et alors que Madeleine Doublet était adjointe en charge de la culture, et puis 20 ans plus tard, ce que Annie Parent est en train d'en faire. Donc c'est intéressant. Et finalement, on s'aperçoit que le Scriptorial, c'est un projet très féminin.
Et c'est très bien. C'est pour ça qu'il est beau. Et c'est pour ça que c'est beau, exactement. Voilà, donc c'est aussi pour nous important de placer cette exposition qui parle du temps à l'occasion de ce 20e anniversaire. Donc quand on parle de temps, on parle de mémoire, cette mémoire qu'on va questionner. Je suis content aussi qu'il y ait Daniel Levalet qui soit présent, puisque le site sur lequel le scriptorial a été aménagé n'est pas un site anodin. Alors c'est un site qui a, comment dire, a suscité beaucoup de polémiques. Je ne sais pas si on vous parlait de polémiques, mais de débats à l'époque, puisque avec Daniel, nous avions repéré depuis bien longtemps que ce site conservait des vestiges archéologiques majeurs, n'est-ce pas Daniel? Mais qu'à l'époque, la municipalité en place ne voulait pas trop parler d'archéologie. Et je peux le dire, puisque nous avons d'ailleurs publié un article ensemble qui est paru en 2006, peu de temps avant l'inauguration officielle du scriptorial, qui mettait en avant toutes les observations que nous avions faites sur ce site clandestinement, puisque nous étions interdits de fouiller quoi que ce soit. Nous venions le week-end en catimini. Non mais c'est la réalité. Alors, pour dire clairement les choses, le conservateur régional de l'archéologie de l'époque avait décapé entièrement le site. En disant, il n'y a rien d'ancien, il n'y a que du médiéval. Le médiéval, en l'occurrence, c'était la salle voûtée qui est dans le parcours du scriptorial. Alors que nous, on avait repéré à plusieurs endroits des éléments gallo-romains. Puis, manque de chance, une semaine après le décapage, on entame les travaux de rénovation des réseaux rue de Jaune, et là, on tombe sur des maçonneries gallo-romaines monumentales qui partaient tout droit vers le site du scriptorial, mais dont le niveau a été rabaissé de 2 mètres. Bon, bref. Ce fut un massacre archéologique, il faut le dire, et on en parlera aussi, photos à l'appui et évidence archéologique à l'appui. Donc quand on parle de mémoire, bien évidemment, c'est parfois une mémoire joyeuse, formidable, qu'on a envie de conserver, puis parfois une mémoire douloureuse, et je crois pouvoir dire que derrière cette création du scriptorial, il y a aussi une mémoire un peu douloureuse, puisqu'on a laissé partir une mémoire archéologique, humaine, très importante, dans ce quartier d'Avranches, qui malheureusement est peu connu pour l'époque antique. Et puis, quand on passe du temps à la mémoire, on arrive forcément à l'histoire. Et je crois pouvoir dire que nous avons la chance d'avoir à Avranches une histoire très longue, j'en parlais à l'instant avec l'archéologie, mais aussi une mémoire qui est conservée dans nos collections du musée, un musée d'art et d'histoire qui existe depuis bientôt 200 ans, et qui, depuis ses origines, et malgré des avatars terribles, un incendie en 1899, les bombardements de 1944, a su continuer à collecter cette mémoire des habitants d'Avranches. Et c'est vrai que, et vous l'avez noté, depuis quelques années, on met vraiment l'accent sur cette mémoire locale à travers les photographes d'Avranches, l'exposition des œuvres d'Albert Bergevin, cette exposition ici. Et je voudrais rendre hommage aussi à toutes ces associations qui travaillent autour de ces questions de mémoire, bon, la Société d'archéologie bien évidemment, mais aussi l'association des Amis du musée qui fait un énorme travail, et je remercie vraiment de l'accompagnement bienveillant qui est le leur vis-à-vis de l'équipe du scriptorial. Je les remercie aussi de cette acquisition récente d'un très beau tableau de Joseph Ledieu qui est rentré dans nos collections. Donc merci, parce que, encore une fois, quels que soient les territoires, soit des villes, des régions, ou même parfois des villages, je peux vous assurer que lorsque la mémoire y est entretenue, la mémoire des lieux, les gens s'en portent bien mieux. C'est une évidence. Il faut accepter sa mémoire, il faut accepter son passé, il faut savoir le transmettre. Et ce dont il s'agit ici au scriptorial, avec cette exposition notamment, c'est bien de transmettre cette mémoire, de transmettre ce que nous sommes tout simplement aux générations futures. Donc un grand merci à toutes et tous, et profitez bien de ce moment. Merci. Comme ça. Donc, comme à chaque fois, il me revient la lourde mission de vous faire parcourir cette exposition, mais virtuellement, pour vous expliquer un petit peu voilà, la manière dont on a conçu. Qu'est-ce que le temps? S'interroge Saint-Augustin. Quand personne ne me le demande, je le sais. Dès qu'il s'agit de l'expliquer, je ne le sais plus. Et c'est pourtant bien la première question à laquelle nous avons tenté de répondre en ouvrant cette exposition. Première question sur les 7 qui jalonnent cette exposition et qui en constituent les 7 parties. Qu'est-ce que le temps d'abord? Donc définir le temps, c'est d'abord comparer des échelles de durée qui se superposent. Échelle d'une vie humaine, de l'humanité tout entière, de l'histoire de la Terre, de l'histoire du cosmos, avec des nombres tellement astronomiques qu'ils en deviennent vertigineux.
Le définir encore, c'est s'appuyer sur les grands philosophes, d'Aristote à Sartre. Le temps est-il cyclique ou au contraire linéaire? Existe-t-il parce qu'on en a conscience? Ou existe-t-il indépendamment de nous, humains? Peut-il être à la fois objectif et subjectif? Je ne tente pas de répondre à des questions. Le définir enfin, c'est envisager l'apport des sciences, avec l'observation de phénomènes physiques qui se traduisent notamment en cartes célestes et schémas dans nos ouvrages ou manuscrits. Des sciences qui objectivent le temps, on glisse naturellement à la mesure du temps. Et c'est la deuxième partie de cette exposition. Les premières civilisations ont naturellement ressenti le besoin de disposer d'outils. Le gnomon, simple bâton planté dans le sol, le cadran solaire, un peu plus élaboré, puis la clepsydre, le sablier, ont ainsi accompagné l'homme jusqu'à l'invention de l'horlogerie. Cette partie pourrait être en soi une exposition à part entière, tant elle est riche. Excusez-moi, j'ai perdu. Voilà, cette partie pourrait être riche et nous avons donc à la fois les horloges monumentales installées dans les lieux de pouvoir et dont nous avons un exemplaire ici provenant du collège Chalmel-Lacour, jusqu'aux minuscules montres-bracelets, en passant par les horloges de parquet ou de table, les réveils, les montres à gousset, tout un univers qu'on a tenté de résumer ici. On y retrouve la volonté de miniaturisation, mais aussi de recherche d'exactitude, toujours plus poussée, et avec un clin d'œil particulier à Avranches, qui comptait des horlogers reconnus, tels que Proquez, Davy, Prével ou Fontaine. Peut-être certains d'entre vous ont ces horloges chez eux. La mesure du temps permet le découpage de l'année, avec la création de calendriers qui sont aussi le reflet de civilisations d'époque. Car souvenez-vous, à une période, nous ne l'avons pas vécu, mais nous l'avons appris, avec le calendrier républicain, nos semaines duraient 10 jours. Découper le temps, cela signifie l'organiser. Et ceci constitue la troisième partie. Dans cette organisation, la nuit tient une place particulière. C'est le temps du sommeil, mais aussi de l'inquiétude, des angoisses et de certaines activités parfois illicites. La nuit est un temps à part. Avez-vous remarqué d'ailleurs que l'on a plusieurs mots pour désigner les moments du jour, le matin, l'après-midi, le soir, mais un seul mot pour désigner la nuit, alors que parfois elle dure bien plus longtemps que le jour. Les saisons, elles aussi, rythment l'année et rythment par conséquent les travaux des champs. Sur l'estran, ce sont les marées qui dictent les activités de pêche à pied. Le temps religieux suit son calendrier et ses moments de la journée, en particulier dans les abbayes. Les pèlerinages, quant à eux, demeurent souvent un temps unique dans une vie, et justement au cours d'une vie. Plusieurs périodes que l'on a appelées les âges de la vie sont ritualisées et marquées par des objets souvenirs de la naissance à la mort. Alors que j'ai pris la parole depuis quelques minutes déjà, ce temps me paraît passer incroyablement vite, alors que pour vous c'est déjà bien assez long, et j'en ai conscience. Et c'est normal, parce que nous n'avons pas tous la même perception du temps. Et c'est cette quatrième question, comment perçoit-on le temps, que nous avons tenté de définir avec quelques sous-thèmes, les traces du temps, fixer le temps, qui nous intéresse particulièrement, et qui se place encore, David Nicolas le disait tout à l'heure, par rapport aux objets. Puisque certains objets, parfois usuels, portent des noms, des dates, et ce qui permet de les matérialiser. Pour commémorer des personnages illustres, nos défunts, des médailles, des pièces, des photographies fixent des portraits. D'autres objets témoignent quant à eux du temps nécessaire à leur création. Le trousseau d'un marié, par exemple, avec ce temps nécessaire à la broderie. Le manuscrit, écrit lentement et avec zèle par les moines copistes. Avec le temps, les modes passent et reviennent, parfois pour le meilleur ou pour le pire. Des objets, parfois jugés désuets, redeviennent tendance. Nous avons tenté, sur le mur qui est juste derrière vous, et on est assez content de cette présentation nouvelle, avec des collections du début du XXe siècle, de créer ce qu'on appelle chez les designers une grande planche tendance. Et on est certain qu'elle plairait beaucoup à toute boutique branchée ou à décorateur d'intérieur, parce que ces objets n'ont plus l'usage, mais ils sont devenus des objets utilitaires, décoratifs ou en tout cas d'agrément. La fin des temps clôt cette partie, elle aussi porteuse de perceptions propres à chacun. C'est le thème de l'Apocalypse que vous trouverez sur grand écran, que nous avons retenu ici, en lien avec nos manuscrits médiévaux. Si on ne peut ni le voir ni le toucher, on peut toutefois le représenter. Et c'est la partie que nous avons ici. La peinture, la littérature, le cinéma, la musique, quelle forme d'art n'a pas exploré le temps, joué avec pour remonter dans le passé, voyager dans le futur ou le distordre dans le présent?
Dans la tradition picturale, les vanités et les allégories, bien que codifiées, savent se renouveler pour être créatives et percutantes. Nous sommes très heureux d'avoir les prêts, notamment des musées des Beaux-Arts de Rennes et de Caen, sur ces thématiques. L'histoire est quant à elle la discipline qui explore notre passé. Et ici, pas d'interprétation artistique. Au contraire, une méthodologie rigoureuse au service de la connaissance. Peut-on maîtriser le temps? En effet, connaître le temps est une chose, le maîtriser en est une autre. Chacun fait le constat d'une accélération du temps, liée à nos modes de vie effrénés. Aller vite, gagner du temps, se dépêcher. Nos créations techniques et technologiques, dans tous les domaines, visent à optimiser notre planning. Ici, au contraire, une fois ce temps de convivialité terminé, nous réinstallerons différents poufs, fauteuils et tapis pour pouvoir prendre le temps. Et c'est le thème qu'on avait donné, prendre un temps pour soi. On invitera les visiteurs à s'installer sous ce nuage de mots et à s'interroger. Êtes-vous plutôt partisan du Nixon, l'art de ne rien faire néerlandais, ou du Haïlak bulgare, qui est l'art de tout faire lentement, sans précipitation, en appréciant le processus de la vie? Vous pouvez aussi tout simplement laisser votre esprit divaguer ou bleuner, comme on dit ici dans la branche. J'espère que certains d'entre vous connaissent ce terme que j'ai imposé à mes collègues sur ce nuage. Nous allons même plus loin dans cette exposition et nous vous proposons de perdre volontairement votre temps, mais pour la bonne cause, pour s'amuser, en manipulant, en écoutant, en écrivant, dans la partie qui clôt cette exposition et que nous avons intitulée « Se perdre dans les couloirs du temps ». Permettez-moi de prendre encore quelques instants pour remercier très chaleureusement celles et ceux qui ont contribué à cette exposition, en particulier le groupe de travail, en effet, qui s'est réuni assez nombreux depuis plus d'1 an, composé de Baptiste, Céline, Chloé, Constance, Julie, Louane, groupe qui a produit un travail remarquable sur les contenus et les collections présentées. Notre régisseur très polyvalent, Pierre-Yves, ainsi que tous nos autres collègues qui nous ont aidés à de multiples occasions, et encore ce soir, Adrien, Catherine, Céline, Christelle, Laure. Je n'oublie pas non plus nos collègues de la ville d'Avranches, les services techniques, les services communication, restauration et réception. Je tiens enfin également à remercier vivement nos prêteurs, relecteurs, contributeurs et experts qui ont accepté avec beaucoup de gentillesse de nous aider sur ce projet. Nous avons pris du temps, mais aussi beaucoup de plaisir à concevoir cette exposition. Nous espérons que vous prendrez vous aussi du temps pour l'apprécier, mais aussi pour la faire connaître autour de vous. Et maintenant, tout simplement, prenons un temps de convivialité. Merci à tous. Écoutez, nous pouvons nous diriger à travers le couloir du temps, si vous ne vous y perdez pas, vers le buffet.